Bonjour et bienvenue dans cette vidéo consacrée à la saga Apple. Depuis 1976 jusqu'à nos jours, la firme de Cupertino est une entreprise à part qui n'a cessé d'innover et de surprendre. Voici son histoire dans son numéro des micros de légende. Les deux fondateurs d'Apple sont les deux Steve, Jobs et Wozniak. Steve Jobs est né en 1955 à San Francisco et a été adopté par Paul et Carla Jobs. Après une enfance agitée, il poursuit ses études au Reed College à Portland, mais s'arrête après seulement un semestre, ne voulant pas que ses parents assument des frais de scolarité aussi élevés. De retour chez ses parents en Californie, il trouve un boulot de technicien chez Atari et y fait connaissance de Steve Wozniak, qui était en train de créer son propre clone de Pong. Steve Wozniak est né en 1950, lui aussi en Californie. Après avoir suivi des études d'ingénieur à Berkeley, Wozniak s'est très vite intéressé à la micro-informatique, encore naissante à cette époque. Beaucoup plus technicien que Jobs, il a, dès les années 70, commencé à travailler sur sa propre machine. Oui, mais voilà, Wozniak est un très bon technicien, mais pas un commercial. Après de multiples tentatives pour vendre son bébé, il finit par s'associer avec Jobs et créer ensemble la toute nouvelle société Apple le 1er avril 1976. La légende est née dans le garage des parents de Jobs, où les deux Steve ont commencé à bidouiller leur première machine. Pour financer leur projet, Jobs a vendu son van Volkswagen et Wozniak sa calculatrice programmable. Fort de ces quelques centaines de dollars, ils se sont mis à créer leur propre machine, l'Apple I. Loin de l'ordinateur exploitable directement comme le montre cette photo, l'Apple I était alors vendu sous forme de carte mère embarquant un processeur et de la mémoire. Charge alors au bidouilleur en herbe de l'assembler dans un boîtier. Financé à ses débuts par un multimillionnaire visionnaire, Apple a très vite pris son envol et réussira même l'exploit de doubler son chiffre d'affaires tous les 4 mois dans les premières années de son existence. Ses ventes ont atteint les 118 millions de dollars de revenus dès le début des années 80, soit 5 ans seulement après sa création. En 1977, Apple sort sa deuxième machine, l'Apple II. Toujours imaginé par Steve Wozniak, il est alors en concurrence avec le Commodore PET ou le Tandy TRS-80 et restera dans les souvenirs comme l'un des premiers ordinateurs à utiliser un tableur, le VisiCalc, lui ouvrant ainsi les portes des entreprises et du monde professionnel. En 1980, c'est l'Apple III, cette fois-ci clairement orienté professionnel, qui fait son apparition. Avec son écran de 80 colonnes et son clavier professionnel, il a toutes les cartes en main pour s'imposer dans ce marché en plein essor. Toutefois, vendu à seulement 100 000 exemplaires, il est un semi-échec pour la marque à la pomme. Steve Wozniak ne manquera d'ailleurs pas de tacler sa propre société, en disant que cet échec était dû à une machine développée par le service marketing, et non par de vrais ingénieurs comme au début. On commence déjà à sentir un clivage entre un Jobs très marketing et visionnaire, et un Wozniak pur ingénieur de recherche et développement. C'est à peu près à la même date que Steve Jobs a visité les laboratoires de recherche de Xerox et qu'il y a découvert l'interface graphique à la souris. Ce fut alors une véritable révélation pour lui et il décida de sortir toutes ses futures machines dotées de ce système. Je vous passe les problèmes de rivalité entre Xerox, Apple et Microsoft à propos de la paternité de ces interfaces graphiques. Fort de cette révélation donc, Apple sort le Lisa en 1983. Il est le premier micro-ordinateur à utiliser une interface graphique, mais il est aussi le premier à être proposé à un prix aussi astronomique. Son prix de vente a d'ailleurs largement contribué à son échec. Apple a toutefois très vite rectifié le tir pour sortir une nouvelle machine, le Macintosh. Toujours doté de cette fameuse interface graphique, Apple a mis le paquet au niveau commercial en faisant réaliser son clip de lancement par Ridley Scott, c'est le fameux 1984 lancé durant le Super Bowl. Today we celebrate the first glorious anniversary of the information purification directives. We have created for the first time in all history a garden of pure ideology where each worker may bloom, secure from the pests, obeying contradictory thoughts. Our unification of thoughts is more powerful a weapon than any fleet or army on earth. We are one people, with one will, one resolve, one cause. Our enemies shall talk themselves to death, and we will bury them with their own confusion. We shall prevail. On January 24th, Apple Computer will introduce Macintosh. And you'll see why 1984 won't be like 1984. Le Macintosh est un ordinateur à nouveau pensé par des ingénieurs.
Il est puissant, possède de nombreuses possibilités d'extension et est doté d'un écran graphique très détaillé malgré sa petite taille de 23 cm de diagonale. Malgré cela, après un début prometteur, le Macintosh peine à nouveau à se vendre et des tensions commencent à apparaître au sein d'Apple. Steve Jobs se fait alors évincer de la direction Macintosh par le directeur général qu'il avait lui-même embauché 2 ans plus tôt. Après un coup d'état manqué par Jobs, celui-ci se fit dépouiller de toutes ses responsabilités chez Apple, ce qui le poussa à la démission en septembre 1985. Quant à Wozniak, il avait lui aussi claqué la porte de la société quelques mois plus tôt, n'étant pas d'accord avec la politique de l'entreprise. Alors dirigé d'une main de fer par John Sculley, Apple sort cette même année 1985 un traitement de texte et une imprimante très abordable. Ces nouveautés ont relancé les ventes du Macintosh, qui sort alors la tête de l'eau. En 1989, Apple innove encore en sortant son premier ordinateur portable sur batterie, le Macintosh portable. Voyant que ses produits avaient le vent en poupe, Apple a continué sa politique de machines exclusives en sortant des produits de plus en plus chers. Cette stratégie a marché un temps, entraînant avec elle les férus de technologie, mais finit par se retourner contre elle à la fin des années 80. À cette époque, la commercialisation de nombreux clones de l'IBM PC a drastiquement fait baisser le prix de ces machines. Presque aussi puissantes que les Macintosh qui n'avaient plus qu'une très courte longueur d'avance technologique, ces PC ont tué la poule aux œufs d'or d'Apple. John Sculley est alors redescendu de son piédestal au sein de la direction d'Apple et a été sommé de réagir. En 1990, Apple sort donc 3 nouveaux Macintosh à bas prix, le LC, le classique et le Easy qui vont un temps relancer les ventes. Toujours très prolifique, en 1991, Apple sort son second portable, le PowerBook. Décliné en différentes versions, son design fait mouche et le succès est au rendez-vous. La même année, Apple lance le System 7, son nouveau système d'exploitation, qui introduit pour la première fois la couleur et qui apporte de nouvelles fonctionnalités réseau. Cette période du début des années 90 a été l'une des meilleures pour la marque à la pomme. Oui, mais voilà, tout a une fin. Vendre des ordinateurs pas chers a permis à Apple de renouer avec de gros volumes de vente, mais pas avec les grosses marges qui caractérisent les machines haut de gamme. Cette multiplicité de modèles ainsi que les nombreux essais d'Apple dans le monde de l'électronique, télévision, haut-parleurs, lecteurs CD, etc., ont totalement détruit son image auprès de son public. La bulle spéculative qui entourait la société s'est alors crevée et les actions de la marque se sont mises à chuter. Pendant ce temps-là, ses concurrents ont évolué, Microsoft en tête, réduisant d'autant la marge de manœuvre. Pour autant, Apple continue d'innover avec le Newton, qui est le premier assistant personnel ou PDA du marché. C'est cette machine qui lancera plus tard les Palm Pilot et autres Pocket PC. Je pense que cette machine a donné quelques idées à Apple bien des années plus tard pour son iPhone. En 1994, Apple veut se démarquer du PC classique et crée une nouvelle architecture à base de PowerPC en association avec IBM et Motorola. Elle donnera lieu à une lignée de Power Macintosh, comme celui-ci. Pour autant, en 1996, l'entreprise n'est pas au mieux de sa forme et fait face à une crise sans précédent. Elle procède alors à de nombreux licenciements et à une grosse réorganisation en interne. Incapable de créer un nouveau Mac séduisant et performant, Apple décide alors de racheter la société Next, créée par un certain Steve Jobs, le replaçant au passage à la tête de l'entreprise. Lors de ce rachat en 1997, Apple était au bord du dépôt de bilan. Steve Jobs tombe alors sur un designer du nom de Jonathan Ive, et ils créent ensemble l'iMac qui sort en 1998. Cette machine au design révolutionnaire fait mouche auprès du grand public, d'autant qu'Apple a eu la bonne idée de sortir une suite de logiciels d'édition vidéo et de création numérique. Ces logiciels lui ont permis de se démarquer du monde du PC, très austère, et de toucher un nouveau public. C'est aussi à cette période qu'Apple s'est mis en tête d'acquérir des sociétés possédant des produits innovants dans leur catalogue. On peut citer pêle-mêle DVD Director, DVD Studio Pro, Final Cut, et un certain SoundJam, rebaptisé par la suite iTunes. Ça vous dit quelque chose? C'est aussi à cette période qu'ont été lancés tous les produits iLife, iPhoto, iMovie et GarageBand. Suite à toutes ces acquisitions, Apple a pu se constituer un véritable arsenal de logiciels et de suites qu'il a su faire fructifier. En 2001, la sortie de macOS X en est une belle illustration. Basé sur un noyau Linux, ce système d'exploitation en a hérité sa stabilité, sa rapidité et surtout sa sécurité qui fera longtemps sa renommée. Cette même année 2001, Apple sort l'iPod, qu'il commercialise pour la première fois dans ses propres boutiques. De nouveau dessiné par Jonathan Ive, le papa de l'iMac, cette formidable machine s'est vendue à 100 millions d'exemplaires tout au long de ses 6 ans de carrière et fera merveille avec l'écosystème Apple, iTunes en tête.
C'est d'ailleurs 2 ans plus tard, en 2003, que sort l'iTunes Store, qui permet d'acheter de la musique tout à fait légalement après l'arrêt d'un certain Napster quelques mois plus tôt. À partir de 2006, exit les processeurs PowerPC, place à Intel et ses architectures x86. Le premier modèle de l'ère Intel est le MacBook Pro. Tous les modèles suivront et ceux originellement sous PowerPC seront retirés du catalogue. C'est aussi cette année qu'Apple sort Bootcamp, qui permet d'installer facilement Windows sur ses machines. Dans ces années de fortune, Apple a multiplié le cours de son action par 10 et se paye même le luxe de surpasser le puissant Dell sur la vente de machines, attisant au passage un peu plus la rivalité entre les deux PDG. Cette période d'euphorie n'est toutefois rien en comparaison de la révolution qui pointe le bout de son nez en 2007. Je veux bien sûr parler de l'iPhone, toujours dessiné par Jonathan Ive, dont les ventes ont atteint les 270 000 unités en un peu plus d'une journée de commercialisation. Si aujourd'hui la sortie d'un nouvel iPhone est devenue très banale tant les concurrents sont nombreux, il faut bien imaginer qu'en 2007, Apple a sorti un ovni. Un tel écran, un design novateur et de telles fonctionnalités dans un téléphone, c'était vraiment révolutionnaire, même si ce mot a un peu perdu de son sens au fur et à mesure des keynotes. En 2008, Apple complète l'iPhone avec l'Apple Store, son magasin d'applications. Je me souviens d'ailleurs très bien de cette époque où nous étions que quelques milliers de développeurs, il était alors plus facile de se faire remarquer. En 2009, Steve Jobs se retire pour 6 mois pour des raisons médicales, mais laisse Apple dans une excellente santé financière. L'année suivante sort l'iPad et c'est encore là un énorme carton. Même si le concept n'est pas nouveau et a déjà été essayé par d'autres, aucun produit n'a jamais été aussi abouti. Compatible, elle aussi, avec l'écosystème Apple, elles se permettent même un temps de faire vaciller le monde du PC portable. Le 5 octobre 2011, Steve Jobs succombe des suites de sa maladie et laisse derrière lui un très gros héritage. À la tête de toutes les avancées majeures de la société depuis les années 70, rarement un PDG n'aura autant collé à la peau de son entreprise. C'est Tim Cook qui est aux commandes depuis 2011. Il travaille déjà au sein de la firme à la pomme depuis 1998, dont il connaît parfaitement les rouages, ayant travaillé plus de 20 ans avec Jobs. Fort de cette expérience, il continue depuis à sortir de nouveaux modèles d'iPhone, d'iPad et de Mac, avec la précision d'une horloge suisse, mais selon moi, sans cette créativité et cette audace dont savait faire preuve son mentor. Bon, d'accord, il y a quand même eu l'Apple Watch en 2015. Même si les investissements actuels d'Apple sont clairement à destination de l'automobile, les geeks n'ont pour l'instant rien à se mettre sous la dent. Remarquez, ce ne sont pas les actionnaires qui s'en plaindront, puisqu'Apple a tutoyé les 2000 milliards de dollars de capitalisation boursière en 2020, c'est là encore un record. Au final, peu de sociétés ont autant créé et innové, surtout sur une période aussi longue. Depuis le petit garage de Los Altos jusqu'au mastodonte boursier qu'elle est aujourd'hui, le développement d'Apple est loin d'avoir été un long fleuve tranquille, et gageons qu'il n'est pas terminé. Pour l'anecdote, Steve Wozniak a continué son chemin en solo et a touché un peu à tout dans diverses sociétés. Il a même participé à Danse avec les stars en 2009. Si, je vous assure. Toujours très proche de l'actualité d'Apple, qu'il ne manque pas de critiquer de temps en temps, il est aujourd'hui professeur d'université à Sydney, où il a obtenu la nationalité australienne. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et n'oubliez pas, comme d'habitude, le pouce vers le haut et le lien pour s'abonner si ce n'est déjà fait.